Bonjour, nouveau mois sur les cryptos. À quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va commencer par rapidement aller jeter un coup d'œil sur les petits time frames, voir ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo et ce qui pourrait se produire pour la suite. Et ensuite, on ira voir le mensuel et le trimestriel, tout simplement parce qu'il y a eu la clôture mensuelle et la clôture trimestrielle. Voilà, sans plus attendre, on se dirige du coup vers la cryptomap et c'est la cryptomap pour le mois. Donc ce qu'on peut voir, ce qui nous frappe bien évidemment, c'est GMT avec son très joli plus 1800%. Donc bien évidemment, félicitations à tous ceux qui possèdent du GMT. GMT qui est une des deux cryptos associées à Stephen. Donc si vous n'avez toujours pas vu la vidéo sur Stephen, elle se trouve toujours ici. On a Zilliqa qui nous fait également un joli 360%, et Rune 118%, Wave également 197%. Donc on a AAVE qui nous fait également 79%. Donc vous voyez, on a quand même quelques cryptos qui ont vraiment énormément pump durant ce mois-ci. Sinon, l'ensemble de la map est plutôt verte. Le Bitcoin a fait un fort rebond. Et l'ensemble des altcoins, ils ont plutôt bien suivi avec beaucoup de 40-50% sur une grande partie des altcoins. Voilà. Pour le jour, on va quand même jeter un œil sur la journée. On a GMT toujours qui nous fait 23%, avait un très joli 22% et une map entièrement verte. Le Bitcoin a eu une petite correction. Là, il est en train de faire un rebond et pour l'instant, c'est juste un rebond. Donc, c'est plutôt bien répercuté sur l'ensemble des altcoins. Le dollar, pas de changement sur le dollar. Après avoir fait un fake out par le haut, un petit fake out par le bas, on est en train de retester le haut du triangle. Bien entendu, s'il casse le triangle, c'est que du court terme, c'est pas très grave. Ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'il casse le haut de la zone de rechargement de short, parce que ça voudrait dire que probablement il irait faire des nouveaux plus hauts. Et c'est surtout ce qu'on veut pas voir si on veut voir un Bitcoin et des cryptos bullish. A l'inverse, s'il casse le bas du triangle et la grosse zone de support ici, ce sera plutôt bullish pour le Bitcoin et les cryptos. Donc, si vous voulez savoir pourquoi on veut un dollar qui baisse pour avoir un Bitcoin qui monte, tout simplement, vous allez voir la vidéo de lundi, donc je crois que c'est celle-là. Bitcoin faut-il acheter? Les 5 premières minutes de la vidéo ont fait un récapitulatif justement de la corrélation entre le Bitcoin et le dollar. Bref, on regarde la map du CME futur. Donc on avait un gap ici, vous voyez c'est un gap daily. Donc le gap ici, on a été comblé le gap. On rebondit dessus, vous voyez on a fait une toute petite mèche en dessous, tout simplement pour aller rechercher justement la zone que je vous avais dit, les 0,38,2. On fait un rebond et là on est en train de retester on va dire le haut de la zone du gap, de la fermeture du gap. Voilà, donc bien évidemment, si on arrive à repasser au-dessus, ce sera plutôt bullish. Pour l'instant, on est juste sous une zone de résistance. Donc soyez prudents à l'instant T, c'est pas le moment là de faire des achats. Par contre, si on repassait au-dessus, ce serait plutôt bullish et il faudrait s'attendre à peut-être aller faire des nouveaux plus hauts, voire un double top si on est bearish. Le Bitcoin, donc, hop, alors, là, on est en daily, je pense qu'on va passer sur des plus petits time frames, on va passer sur du 4 heures. Rappelez-vous, on avait quoi? On avait un triangle qu'on a cassé par le bas. Je vous avais dit que l'objectif le plus pertinent, c'était d'aller faire un pullback sur la base de l'ancien range, qui correspondait également à un retracement Fibo par rapport au dernier mouvement haussier des 0,38,2. Je vous avais dit aussi que par contre j'y croyais pas trop parce que c'était un niveau beaucoup trop évident, parce que non seulement il y avait le gap, il y avait la ligne de coup de l'ancien range et les 0,38,2. Donc si on veut avoir un mouvement haussier, on n'est pas censé donner l'opportunité à tous ceux qui ont loupé le train de pouvoir rentrer à un niveau opportun et on va dire techniquement parfait. Voilà. Donc pour l'instant, j'y crois toujours pas, tout simplement parce que on n'a pas, vous voyez là,
j'ai mis une zone de rechargement de short. Et je partage tout sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter. Hop. Voilà, petit tour sur Twitter, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter. Je partage tout toute la journée, je fais plusieurs partages pour à chaque fois quand on arrive sur des zones importantes, que ce soit de vente ou d'achat, peu importe, ça marche dans les deux sens. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter. Donc là, on reteste la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, hein, du plus haut jusqu'au plus bas. Donc tant qu'on n'a pas passé cette zone, et je dirais le niveau le plus important, c'est surtout le bas de la zone qui se cumule pratiquement, vous voyez, à la base du triangle. Donc vous voyez l'ancien support qui devient maintenant résistance. Donc tant qu'on n'a pas repassé les 46 800 $, c'est pour l'instant juste un rebond. C'est normal qu'il y ait un rebond sur cette zone, tout simplement parce que je vous ai dit c'est une zone extrêmement pertinente en termes de technique, mais pour moi c'était une zone un peu trop évidente pour ensuite repartir to the moon, parce que du coup on a eu un gros mouvement haussier, il y en a pas mal qui ont loupé le train, et là on leur redonne la chance de rentrer à une zone en fait au même niveau que ceux qui ont pris le train à la cassure. Donc c'est un peu trop facile pour ma part, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un niveau qui joue. Quand j'ai partagé sur Twitter, moi j'ai pris un long pile ici, hein. Alors j'ai attendu la mèche, on est venu rechercher les 0,38,2 comme prévu, et hop, dès qu'on est repassé, alors hop, on va se mettre en 1 heure, dès qu'on est repassé au-dessus, moi j'ai ouvert un trade là à 44 600 $. J'ai déjà pris 50% de profit, tout simplement parce que c'est la zone clé, donc j'ai pris 50% de profit, et si ensuite on va plus haut, eh bien il me reste 50% tout simplement de ma position. Mais si vraiment on devait être rejeté, parce que si on doit être rejeté d'un niveau, si ça c'est juste un rebond et qu'on doit être rejeté, ce sera probablement par ce niveau, hein, le bas de la zone de rechargement de short, l'ancien support qui devient résistance, donc c'est le niveau clé. Si par contre on arrive à repasser au-dessus de ce niveau, comme je vous ai dit, ça correspond à peu près, vous voyez, également à ce niveau-là, très évident, hein, ça se voit bien ici, hein. Là, c'est ancien support, devient résistance. Si on arrive à repasser au-dessus, c'est plutôt bullish. Et du coup, le rebond, bon, bah, ça sera peut-être une reprise de la tendance haussière et on ira peut-être faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc ça, c'est pour le court terme. Qu'est-ce que je... Non, alors, hop, on va encore se mettre... on va rester dans le court terme. Donc, vous voyez que, admettons, que là, alors, on va dézoomer un peu. Là, on a fait une vague 1, une vague 2. Là, on serait dans une vague 3. Là, du coup, on aurait fait la vague 4. C'est pour ça que j'ai mis le Fibo là et pas là, parce que j'ai vu aussi beaucoup de vidéos ce matin, ou hier, des gens qui s'attendaient, qui surveillaient cette zone-là, ce niveau-là. Tout simplement parce qu'ils ont mis leur Fibo ici. Normal, c'est des gens qui font pas de vague d'Elliott. Mais si on est vraiment bullish, là on a fait une vague 1, une vague 2, là on est dans une vague 3, donc ça c'est une vague 4. Donc pour placer son Fibo, c'est pour ça que moi je l'ai placé ici et non pas ici. Alors d'ailleurs, peut-être pour ça aussi que finalement c'était un peu pertinent parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui regardaient plutôt les 0,38,2 ici. Et techniquement, on n'est pas censé y aller si on est bullish parce que comme je vous dis, on est dans une vague 3 si on est bullish. Donc le Fibo se passe ici. C'est pour ça qu'hier, moi je voulais placer ici. Et je vous ai donné le 38,2 ici et non plus bas. Donc techniquement, si on en est dans une vague 4 et qu'on a fini la vague 4, qu'on a bien trouvé le bottom, là on repart donc du coup dans une vague 5 et on a potentiellement fait une vague 1, une vague 2. On va voir si ça nous donne quand même on a un bon retracement de Fibo. Donc je vous rappelle, les vagues 2 c'est 0,5, 0,618. Voilà, on est parfaitement parti entre chercher les 0,5, 0,618. Donc ça c'est parfait. On va voir également si là on a trouvé la vague, le haut de la vague 3. Donc je vous rappelle 1, 2, 3. La target parfaite pour une 3 d'extension, c'est les 1,618. On peut s'arrêter au 1,23,6, mais la target parfaite, c'est les 1,618. Et voilà, on est venu parfaitement rechercher les 1,618. Vous voyez ici, on les a dépassés légèrement, mais donc c'est parfait. Et du coup, ensuite, ici, ce serait une vague 4. Donc encore une fois, aux alentours des 0,38,2. Donc on va voir si ça colle aussi. Hop.
Voilà, on est parfaitement revenu chercher les 0,38,2, une petite mèche en dessous pour aller chercher le niveau de support ici. Donc ça semble pas mal du tout. Donc si on a bien trouvé un bottom ici de la vague 4 et qu'on est bien du coup dans une vague 5, il nous faut 5 sous-vagues, donc 1, 2, 3, 4, et là il nous manque une vague 5. Donc on va tout simplement faire le même travail avec la prolongation. On part de là-bas, du bas de la 2, en haut de la 3, en bas de la 4. Et là, techniquement, on aura les targets potentiels de la 5, si on est bien dans une 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une 5, c'est moins bullish qu'une 3. Les targets de la 5, en gros, elles vont de 1, donc 47 900, jusqu'au 1,61,8. Mais 1,61,8, c'est déjà très bullish pour une 5. En général, les targets principales, c'est entre les 1,13 et les 1,23,6. Et alors, je vais nous mettre un repère. Hop. Voilà, je vais maintenant enlever le Fibo. Et vous voyez que ça nous donnerait, en gros, un, grosso modo, double top. Peut-être légèrement plus haut. Mais grosso modo, on irait retester les 48 300 $ pour finir la vague 5. Et donc, une fois que cette vague serait finie, il faudra s'attendre à une correction. Ça me paraît plutôt logique. On a un gros niveau de résistance, comme on l'a vu. On revient tester, on a une petite correction avant de repartir plus haut. Parce que je vous rappelle, si on est bien dans une 1, 2, 3, la dernière vague, là, ça nous mettra tout simplement la fin de cette vague. Et ensuite, on aura une autre correction avant de repartir plus haut. Donc, ça me semble plutôt logique. Donc, pour finir cette 5, là, ce sera la première sous-vague. Hop, est-ce que je peux trouver mes vagues? Voilà, donc cette vague 5. Là, la petite 1, 2, 3, 4, 5, ce sera tout simplement la première vague. Voilà, on arriverait, qui devrait se finir par ici. Et ensuite, on aura une correction de vague 2, 3, 4, 5. Bref, hein, ça ira plus haut pour finir la vague. Donc voilà, donc il faudra être prudent. Quand on arrivera vers les doubles tops, ce sera sûrement la fin de cette vague-là. Et on aurait sûrement une petite correction qui pourrait nous emmener. Hop, donc admettons on arrive pile sur ici. Hein. Voilà, donc la correction pourrait nous ramener entre les 0,38,2 et les 0,61,8. Donc vous voyez, on pourrait redescendre encore une fois aux alentours des 46 jusqu'aux 45 800 $. Donc c'est une correction de vague 1, hein, donc c'est une correction importante. Donc il faudra être prudent et encore une fois, ne pas faire la FOMO quand on arrive ici. Parce qu'on pourrait rechuter un peu avant, parce que si vous FOMO ici et qu'on rechute là, vous ensuite sûrement paniquerez celle ici, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu. Donc le seul niveau maintenant opportun d'acheter, je dirais, c'est à la rigueur si on casse ce niveau-là. Voilà, ça peut être pour viser dans un premier temps le double top. Voilà, donc ça c'est pour les petits time frames. Maintenant, on va aller voir le trimestriel tout d'abord et ensuite le mensuel. Donc en trimestriel, qu'est-ce qu'on a? Eh bien déjà ce qu'on peut voir, c'est que depuis un an, vous voyez le mois d'avril 2021, eh bien on fait absolument rien. Vous voyez vraiment, on est tout droit, hein, surtout ces 2 derniers mois là pour l'instant. Entre le mois, je dis les 3 derniers mois, les 3 derniers 3 mois, donc ça fait depuis 9 mois, on est grosso modo, on n'a pas bougé, on est exactement au même niveau, donc aux alentours des 45 000 $. Ça se voit également sur le RSI. En fait, le RSI ne sait pas, hein, du coup, vous voyez, on a quand même un petit range. Hein. Et le RSI, pareil, il est pile sur sa ligne de sa zone de surachat. Vous voyez, grosso modo, quand on est au-dessus, c'est plutôt les fortes tendances haussières, c'est les fins même de tendances haussières, et quand on est en dessous, c'est plutôt les périodes de réaccumulation. Donc, on est venu faire un petit sommet, on est venu légèrement en dessous de la zone de surachat, on est remonté un pullback et on n'a plus bougé. Voilà. Donc là, il hésite. Est-ce qu'il va refaire une montée pour avoir une nouvelle jambe haussière ou est-ce qu'au contraire, il va casser pour avoir une plus forte correction? Eh bien, ça, on le saura bientôt. Il faudra qu'il se décide. Mais si on repasse au-dessus, bien entendu, ce sera plutôt bullish et il faudra s'attendre à une grosse vague haussière comme précédemment. Voilà, donc ça, c'est pour le RSI. Moyenne mobile, alors il n'y a pas énormément d'historique sur le Bitcoin, donc en 3 mois, bien entendu, la moyenne mobile, on n'a que le MA21 et elle s'arrête ici.
mais vous pouvez très bien la dessiner dans votre tête. Vous voyez, théoriquement, elle aurait plutôt longé dessus. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que on n'est jamais clôturé en dessous de cette moyenne mobile. En général, ça marque même les bottoms. Donc là, on n'a pas été la rechercher. On n'est pas obligé de la rechercher maintenant. On ira sûrement la rechercher plus tard, dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais au final, on ira sûrement la retester. Quoi qu'il en soit, ça peut juste nous dire qu'il y a de très peu de chances qu'on clôture en dessous de cette moyenne mobile. Vous voyez, même quand il y a eu le choc du Covid et que c'était très violent, on a fait une mèche en dessous, mais on est repassé très rapidement au-dessus. Donc, il y a très peu de chances qu'on clôture un mois sous les, grosso modo, 24 000 $. Voilà, on peut faire une petite mèche en dessous, parce que notamment, vous savez qu'il y a une target vers les 21 000 $, vraiment très pertinente, donc on pourrait faire une toute petite mèche en dessous ici, hein, et vous voyez, si on fait même une toute petite mèche, ouais, vous voyez, on est déjà aux 21 000 $. Donc, si on devait baisser dans les semaines ou mois qui viennent, on pourrait aller rechercher ce niveau, faire une petite mèche en dessous, mais globalement, il y a peu de chances qu'on clôture un mois en dessous des 24 000 $. Donc si jamais on chute comme ça, ce sera surtout pas le moment de paniquer. Au contraire, ce sera le meilleur moment pour faire des achats. Voilà, c'est tout ce que peut nous apprendre les moyennes mobiles. En termes d'Ichimoku, pareil, on n'a pas énormément d'historique, donc c'est pas évident à travailler. Mais ce qu'on peut voir juste, c'est qu'on est sur un gros support et qu'on n'est pas passé bearish sur Ichimoku parce qu'on tient la Kijun et la Tenkan. Donc on peut voir quand même qu'il y a un gros support aux 34 000 $. Si bien entendu on devait clôturer en dessous, il faudrait s'attendre quand même à une grosse chute comme précédemment. Le mensuel, on va rester sur Ichimoku, qui est déjà plus pertinent parce qu'on est déjà un peu plus d'historique. On peut voir également qu'on a tenu la Kijun et à aucun moment le mensuel pour l'instant il est passé bearish. Voilà, on a alors on va remonter. Vous voyez que hop ici en 2013 quand on est passé en dessous la Kijun, ensuite elle fait quoi la Kijun? Eh bien elle joue le rôle de résistance. Vous voyez, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a essayé de repasser, on n'a pas réussi. On a du coup rechuté. Par contre, quand on est repassé au-dessus, vous voyez, c'est extrêmement bullish et on a pu avoir un joli bull run. Pareil en 2017-2018, on est passé en dessous. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a essayé de passer, on n'a pas réussi et on a eu une grosse chute. Ici, au mois de juin 2019, quand on est passé des 3 000 $ jusqu'aux 14 000, là que tout le monde était ultra bullish, moi à l'époque je vous avais dit attention, tant qu'on ne clôture pas au-dessus de la Kijun, il n'y a rien qui est confirmé. Vous voyez qu'on a fait une petite mèche, 2 petites mèches, 3 petites mèches, mais qu'au final, eh bien, on a chuté. On est revenu la tester une dernière fois et on a eu le crash Covid. C'est que seulement quand on est repassé au-dessus, vous voyez ici au mois de mai 2020, et on était encore vers les 8-9 000 $, donc c'était un point d'entrée parfait, même si c'est du mensuel, et bien ensuite, on a pu avoir une jolie tendance haussière. L'été dernier, on est venu faire quoi? Donc, support ici. Encore une fois, tout le monde paniquait à ce moment-là, mais tant qu'il n'y a pas de clôture mensuelle en dessous, il n'y avait pas besoin de paniquer. Et encore une fois, on est venu faire quoi les mois passés? Eh bien, retester encore cette Kijun. Encore une fois, aucune clôture en dessous, donc aucune raison de paniquer. Au contraire, c'est un très gros niveau de support, mais ça on l'avait vu. C'est entre autres pour ça que nous, on a accumulé toute cette période, parce que c'était un gros niveau de support, pas seulement sur la Kijun mensuelle, hein. Il y avait plein d'autres choses qui nous disaient que c'était un niveau de support, mais c'était un des indicateurs qui nous disaient que tant qu'on ne clôture pas en dessous des 36 000 $ en mensuel, il n'y a pas de raison de paniquer. Et si on clôture en dessous des 36 000 $ en mensuel, bon bah là effectivement on aurait sûrement, comme à chaque fois, une grosse chute. Il faudra s'attendre entre 30 et 50% encore de chute, parce que vous voyez qu'il n'y a plus aucun support. Alors bien entendu, en termes purs, le support c'est ici, mais on ne va jamais le rechercher. Vous voyez, on ne va jamais rechercher le nuage, hein. Donc le support est aux 10 000 $. Il y a peu de chances qu'on ait le recherché, comme je vous ai dit. Comme on l'a vu précédemment sur le trimestriel, il y a peu de chances qu'on clôture un mois en dessous les 24 000 $. On peut voir également qu'on a la Tenkan qui fait résistance, c'est elle également qui fait résistance, et regardez à quel niveau elle se situe aux 51 000 $. Encore une fois, si vous regardez mes vidéos, vous êtes habitués maintenant, 51 000 $, c'est le niveau clé. Voilà, sur le Bitcoin, c'est le niveau le plus important. Si on repasse les 51 000 $, bah, on repassera totalement bullish sur Ichimoku en mensuel et il faudra s'attendre à aller faire des niveaux plus hauts. Alors, en temps normal, je vous dirais que le niveau le plus important
hop, on va se remettre en weekly, c'est la zone de rechargement de short, surtout le bas de la zone de rechargement de short, donc les 55 000 $, parce que normalement c'est ce niveau-là qu'on veut casser pour dire que aïe, on n'est peut-être plus dans un rebond, mais dans une reprise de la tendance haussière. Mais là, spécifiquement, on a vraiment énormément de clusters aux 51 000 $. Donc je vous rappelle tout ce qu'on a aux 51 000 $. On va nettoyer un peu ça. Hop là. On a déjà, eh bien, comme vous pouvez le voir, une résistance horizontale, et ça se voit encore mieux sur le graphique, sur celui-ci. Voilà, vous voyez le graphique avec le joli canal. En général, quand on casse le bas du canal, on va rejoindre à minima la médiane. Voilà, comme ici, comme ici, comme ici. Donc c'est pour ça que dès qu'on a cassé ici, l'objectif c'est ici. Et cette médiane se trouve où? Aux 51 000 $. Et vous voyez que c'est un niveau important de résistance. Là, on a bloqué dessus pendant 4 semaines. Là, on a bloqué dessus 2 semaines. Ça nous a renvoyé en la baisse. Là, on a fait support, support, support. Donc vous voyez, c'est un niveau extrêmement important. Horizontalement, niveau graphique pur. Ensuite, bien entendu, on a également, eh bien, tout simplement, le niveau de Fibonacci de, hop, des 0,5, vous voyez, encore une fois, aux 51 000 $. Donc, quand on casse les 0,382, qu'on appelle également le premier arrêt, l'objectif principal, effectivement, c'est les 0,618, 0,786 et surtout les 0,618, mais ça arrive aussi régulièrement qu'on s'arrête au 0,5. Donc niveau très important. Et pour finir, d'ailleurs, hein, comme je vous ai dit hier, on n'a pas encore cassé les 0,382, donc pour l'instant rien n'est fait. Bien évidemment, si on arrive à clôturer la semaine au-dessus, une semaine au-dessus des 47 000 $, le premier objectif c'est les 51 000, puis les 55 000. Et pour finir, on a également aux 51 000 $. Bon, là je vais peut-être revenir sur l'autre graphique. Tout simplement, voilà. Ishimoku en weekly, on a la Kijun Ishimoku, vous voyez, aux 51 200 $, encore une fois. Et si on passe la Kijun weekly en Ishimoku, on repassera bullish en weekly sur Ishimoku, parce qu'on sera au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun. Voilà, donc niveau extrêmement important. Pour moi, c'est le niveau le plus important. On en revient au mensuel. On a fini sur Ishimoku, hein, donc voilà, gros niveau de support aux 36 000. Grosso modo, si on clôture en dessous des 36 000, eh bien, il faudra s'attendre à une grosse chute. Si on clôture au-dessus des 51 000 en mensuel, bien entendu, il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus hauts. Au niveau des moyennes mobiles, eh bien, regardez, on a la EMA 21 qui est extrêmement importante. Hein. En général, quand on la casse, c'est la deuxième partie du bear market. En général, on a une première chute ici, et ensuite, deuxième chute quand on casse la EMA 21. Première chute ici, vous voyez, ensuite ça tient, on casse, deuxième partie. Première chute, ça tient, on casse, fin de la période baissière. Donc là, on est revenu de la tester. Pour l'instant, on ne l'a pas cassé. Donc encore une fois, gros niveau de support aux alentours des 38 000 $. Bien entendu, si on a une clôture en dessous, eh bien, comme pour Ishimoku, il faudra s'attendre à une grosse chute. Sauf que là, on a une target plus précise. C'est tout simplement la MA50, comme à chaque fois. Vous voyez, on casse la MA21, on vient chercher la MA50. On peut faire des petites mèches en dessous, mais grosso modo, on tient les bougies, cette moyenne mobile. On casse la EMA, on vient chercher la MA50. On casse la EMA, on vient chercher la MA50 avec une petite mèche. Donc, si on devait clôturer en dessous les 38 000 en mensuel, eh bien, il y a de fortes chances qu'on vienne rechercher la MA50 qui se trouve, où ça, justement, aux 21 000 $, le niveau que je vous parlais précédemment. Le RSI, hop, en mensuel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, il me semble qu'on avait une trendline. Bon, pas très joli la trendline, mais grosso modo, on est revenu faire un pullback sur une trendline, donc c'était également un niveau important. On a une trendline baissière ici, même si je préfère celle en weekly. On a une trendline baissière ici qu'on est en train de casser. Donc c'est plutôt bullish, mais attention, on est en train de casser ce mois-ci au mois d'avril. Donc c'est malheureusement, c'est que le début du mois. La confirmation se fera à la fin du mois. Si à la fin du mois, on est toujours au-dessus des 45 000 $, eh bien la confirmation de cette trendline
ce sera plutôt un signal bullish. Bien entendu, il faudra être très prudent lorsqu'on va arriver à ce niveau. Vous voyez, c'est un niveau très important. C'est là, hop, quand on est venu là et que tout le monde criait to the moon, eh bien, vous voyez, on était pile sur ce niveau. Pareil ici en 2019, hein, on était également à peu près à ce niveau. C'est le niveau qui peut faire résistance pour une nouvelle jambe haussière. Donc si on arrive encore une fois vers les 72, 74 000 $, 70 000 $, et qu'on est juste en dessous là, il faudra être prudent. Si par contre on casse, eh bien là on pourra décoller pour aller rechercher les 100, 150 000, 200 000 $. Donc comme je vous ai dit, moi je préfère en weekly, hein, et rappelez-vous en weekly, ça je vous le présente, je crois quasiment chaque semaine, le RSI. Et je vous ai toujours dit quoi? Il y a deux niveaux à surveiller sur le RSI. Il y a le niveau des 53-54, hop, et la trendline baissière. Donc la trendline, on va la refaire en weekly. Voilà, et je vous ai dit, il faudra être très prudent parce qu'en plus, elles sont pratiquement cumulées, ces deux niveaux de résistance. Donc, comme vous pouvez le voir, le rejet qu'on a eu dernièrement, qu'on a eu aux 48 000 $, alors je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà... Est-ce que je peux retrouver mon graphique Hop. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, hop. Le rejet qu'on a eu aux 48 000 $, je vous l'avais annoncé, hein, je vous avais dit il y a un gros niveau de résistance également avant les 51 000, tout simplement parce qu'on a déjà la MA 200 en daily, et c'est elle qui, souvent, quand il y a des gros rebonds sur une tendance baissière, qui peut faire rejet et nous faire aller plus bas tout simplement. On va s'enlever les autres moyennes mobiles, hop, pour bien que vous voyez la chose. Voilà, donc je vous ai dit il fallait être prudent sur les 48 000 $ et prendre des profits pour ceux qui ont des trades ouverts. Donc moi j'ai clôturé un trade, le dernier trade que j'avais pris aux 46 000 $, je l'avais aux 44 000 $, excusez-moi, je l'avais clôturé ici. Bon, j'avais encore 4 autres trades ouverts derrière, mais voilà, j'en ai clôturé un pour prendre des profits. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai repris un trade exactement au même niveau, 44 600 $. Bref, on avait également le super trend en 3 jours. Vous voyez, comme vous pouvez voir, donc niveau extrêmement important. Mais on avait également, eh bien tout simplement, ce niveau que je vous ai donné en weekly. Regardez, hop, on va zoomer un peu, vous voyez, ce niveau en weekly, les 53, alors il est mal placé d'ailleurs, hop, 53, 54, voilà. Voilà, 53. Vous voyez, c'est lui parfait qui a fait résistance ici. Pourquoi ce niveau est important? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui nous dit si on est dans une tendance haussière ou baissière. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on est au-dessus, on est dans une belle tendance haussière. Par contre, quand on passe en dessous, eh bien, on passe dans une grosse tendance baissière. On repasse au-dessus, on a encore une fois une belle tendance haussière. Et en général, on vient faire des pullbacks dessus. On repasse en dessous, on a une belle tendance baissière. On repasse au-dessus, on a une grosse tendance haussière. Et regardez ce qu'on a fait pendant tout le bull run de 2017. On est revenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Sur chaque petite correction, on est revenu s'appuyer sur ce niveau. Donc c'était à chaque fois des niveaux très pertinents d'achat, pour au final finir à 20 000 $. Et une fois qu'on l'a passé, regardez, résistance, résistance, résistance. Tous les petits rebonds qu'on a eu là, vous voyez, enfin les petits rebonds, c'était même des rebonds conséquents, vous voyez, ici, 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 et bien à chaque fois, on a été bloqué pour au final partir beaucoup plus bas et finir la correction, la tendance baissière. Et quand on est repassé au-dessus, on a été bullish, on est repassé en dessous, etc. Une fois qu'on est repassé au-dessus, ici, donc vous voyez, c'était même pas encore trop tard hein, pour faire des achats aux 8 000 $, et bien ensuite, on vient s'appuyer une fois, ici dessus, niveau pertinent pour faire des achats, deux fois ici encore niveau les 10 000 $ pour faire des achats, et ensuite, regardez, hop, une grosse tendance haussière. Ensuite, on est repassé en dessous cet été, on est repassé au-dessus, encore une fois, pullback ici, la correction, on est venu faire un pullback dessus pour avoir une autre petite jambe haussière, mais on n'a pas réussi à s'affranchir de la zone de surachat pour avoir une extension, une nouvelle jambe. On est reparti à la baisse. Là, on est de coup en dessous depuis plusieurs mois. Donc, c'est le niveau clé. Si on arrive à repasser au-dessus, il faudra s'attendre à avoir une nouvelle jambe haussière. En plus, comme je vous dis, c'est à peu près cumulé à la trendline baissière qui traîne depuis janvier 2021. Donc, c'est vraiment le niveau à casser en weekly sur le RSI.
Et voilà, entre autres, pourquoi on bloque aux 48 000 $, parce qu'il y a tout un confluence de résistance. Bien entendu, si on casse les 48 000 $, direction les 51 000 $, je pense que quand on sera aux 51 000 $, on atteindra également la trendline. Donc on casserait ce niveau-là. Donc tout ne sera pas joué, on peut faire un petit fake out pour aller rechercher la trendline et ensuite repartir vers le bas. Par contre, si on casse les 51 000 $ et qu'en plus on casse cette trendline, on sera au-dessus de ce gros niveau, au-dessus de la trendline, au-dessus des 51 000 $. Techniquement, tout nous dit que ce sera extrêmement bullish et qu'on est censé aller faire des nouveaux plus hauts. Alors après, encore une fois, il n'y a jamais rien qui est sûr dans le trading ou dans l'investissement. C'est pas parce que tous les signaux sont haussiers qu'on ne peut pas aller aux 55 000 $. En plus, vous savez, c'est la zone de rechargement de short. Et ensuite, tout recasser à la baisse. Mais en tout cas, ce sera extrêmement bullish si on arrive à repasser ce niveau-là, cette trendline, et graphiquement, les 51 000 $. Voilà. Je pense que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour des indicateurs en mensuel. Ah non, on va finir quand même par le MACD. Donc, le MACD, eh bien, toujours bearish. Ce mensuel, ça prend du temps. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau. On est toujours extrêmement bearish. Alors, faut pas attendre sur le MACD pour prendre des positions. C'est plutôt juste une ultime confirmation. Voilà. Ce sera plutôt, je pense qu'il croisera, le temps qu'il croise à la hausse, on sera peut-être déjà au-dessus des 55 000 $. Ça peut être l'ultime confirmation pour nous dire, ok, on valide la tendance haussière, on va aller faire des nouveaux plus hauts. Il ne faut pas attendre le croisement du MACD en mensuel, bien entendu, pour faire vos achats. Et au niveau du stock RSI, c'est plutôt bullish pour l'instant, légèrement bullish parce qu'on est en train de croiser aussi, encore une fois, c'est pas validé. Et pour vraiment valider, il faut également repasser au-dessus de la zone de survente. Alors, hop, pour vous montrer, hop, par exemple ici, on a eu le croisement le 1er janvier 2019, mais la confirmation s'est faite au mois de juin 2019. Donc vous voyez, il y a quand même de la marge. On a eu le croisement ici, mais la confirmation s'est faite par ici. Encore une fois, c'est pas, faut pas voir ça comme des niveaux d'achat, parce que vous voyez, on a eu la confirmation au mois de juin, et il y a eu quoi après? Il y a eu une baisse. Ça s'est pas retranscrit trop sur le MACD, mais sur le stock RSI, vous voyez, on est resté bullish, parce que c'est du mensuel, c'est plutôt pour de l'investissement long terme, pour vous dire, ok, même si on a une correction, théoriquement, on ne devrait pas aller plus bas et on devrait faire des nouveaux plus hauts. C'est exactement ce qui s'est passé. On a une petite correction, mais ensuite, on a été largement plus haut. Donc voilà. Donc en mensuel, c'est juste pour nous confirmer vraiment, c'est l'ultime confirmation de la tendance, mais c'est pas un indicateur qu'on peut prendre pour ouvrir des trades ou quoi que ce soit. Après, on a également une petite trendline qui pourra nous servir. Alors, je vais essayer de juste prendre, voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait se faire une petite trendline? On pourrait se faire une petite trendline, hop là. Voilà, ça pourrait être aussi un indicateur intéressant si on arrive à repasser au-dessus de la trendline. Mais comme je vous ai dit, l'ultime confirmation, ça sera quand même quand on repasse au-dessus de la zone de survente. Et alors, on va quand même aller jeter un œil en weekly du coup. Donc en weekly, comme on avait vu, on formait un W. Donc c'était extrêmement bullish, il fallait attendre la confirmation, donc on l'a eu, on a confirmé. Sur le MACD, cette semaine, on est en train d'avoir, pareil, la confirmation, mais encore une fois, la semaine n'est pas terminée. Donc si on clôture la semaine au-dessus des 45-46 000 $, on aura la confirmation haussière en weekly, mais avant la fin de la semaine, on pourrait très bien rechuter et annuler cette confirmation. Donc voilà. Pour l'instant, on est sous une résistance, les 48 000 $. On n'a pas encore la confirmation, donc rien n'est joué, bien évidemment. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. En général, quand vous avez des questions pertinentes, je réponds. Je ne veux pas répondre à tous les commentaires. Je les lis tous, les commentaires. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer, je vous mets un petit pouce à chaque fois, un petit pouce sur votre commentaire. C'est pour que vous voyez que j'ai bien lu votre commentaire. Par contre, je ne peux pas répondre à tous les commentaires, bien évidemment, j'ai pas le temps. Mais s'il y a des questions intéressantes, j'y réponds forcément. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions ou à mettre les altcoins que vous voulez que j'analyse. Et dès que j'ai le moment, j'analyserai les altcoins que vous m'avez demandé. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire, même si c'est juste pour dire merci pour la vidéo, c'est bon pour l'algorithme. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.